RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Ce matin, vous recevez Thierry Santa. Thierry Santa, le président du 16e gouvernement. Si on a bien compris, vous êtes encore président tant que le 17e gouvernement n'est pas vraiment en place. Et il n'est pas en place tant qu'il n'y a pas de vice-président. Enfin, dans quelques jours en tout cas. Pourquoi est-ce que les loyalistes ont refusé de prendre cette vice-présidence ? Alors bonjour Madame Noir et bonjour aux auditeurs. On l'a expliqué à l'issue de l'élection de Louis Mapou, la volonté des membres du gouvernement AEC que nous sommes du 17e gouvernement, qui sont les mêmes finalement que ceux du 16e, de ne pas prendre cette vice-présidence, tout simplement parce que nous considérons que ce qui s'est passé donc la semaine dernière n'est pas conforme à la réalité démocratique de notre pays. On le sait tous, la Calédonie n'est pas indépendantiste. Elle l'a prouvé à 2 reprises déjà, 2 référendums successifs. Et je suis convaincu que le 3e, ça sera aussi le cas. Et donc, il n'était pas pour nous logique que ce soit un président indépendantiste qui soit installé au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, d'une part. D'autre part, on ne sait pas du tout quelle sera la politique menée par ce nouveau président, par Louis Mapou. On attend de voir comment les choses vont se passer dans la répartition des différents secteurs de responsabilité auprès des membres du gouvernement. Nous avons commencé les discussions, nous continuons demain matin, on se retrouve tous demain matin pour continuer à en parler. Et donc, ça nous paraissait totalement absurde d'accepter cette vice-présidence, du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Je signale au passage que Calédonie Ensemble aussi a refusé cette vice-présidence du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, on en est là, sous prétexte de tradition, parce que c'est l'argument qui nous est mis en face, d'un président d'une tendance dans les textes, et d'une vice-présidence d'une autre tendance, qui est écrit nulle part, je vous le confirme. Si on voulait vraiment respecter la tradition, c'est respecter la volonté des électeurs, avec un président de la majorité et un vice-président de la minorité. On n'est pas dans ce cadre-là, donc il n'y a pas de raison qu'on avance de cette façon-là. Alors vous-même, vous êtes membre de ce 17e gouvernement. Vous allez siéger ou est-ce que vous avez pensé, est-ce que vous allez démissionner ? Est-ce que c'est une idée que vous avez éventuellement ? Alors après avoir bien réfléchi au sujet, après en avoir discuté avec mes collègues de l'AEC, du gouvernement, donc, j'ai pris la décision de rester au gouvernement. On a décidé tous les 4 de rester au gouvernement pour défendre tout le travail qui a été mené depuis 2 ans maintenant, dans des conditions quand même particulières. Sur les 5 derniers mois, je le rappelle, pendant 5 mois, on a expédié les affaires courantes. On s'est retrouvé avec un budget adopté par l'État. On s'est retrouvé à gérer une crise sanitaire en affaires courantes. Je peux vous assurer que c'est déjà compliqué en affaires normales. Donc en affaires courantes, on se posait autant de questions de savoir si on avait le droit de prendre des décisions que de les prendre elles-mêmes. On s'est retrouvé à ne pas pouvoir mettre en œuvre toutes les réformes dont le pays a besoin. J'ai pas pu aller jusqu'au bout de la réforme des comptes sociaux et en particulier du RUAM. On n'a pas pu mettre en œuvre la politique économique qu'on souhaitait au bénéfice de tous les Calédoniens pour relancer l'économie calédonienne, pour surtout les plus bas salaires. On avait des projets d'amélioration du pouvoir d'achat des plus bas salaires. Tout ça n'a pas pu être fait en affaires courantes. Pourtant, on a continué à exercer nos responsabilités dans l'intérêt général des Calédoniens. Et c'est dans cet état d'esprit qu'on continuera à le faire dans ce 17e gouvernement, dans les secteurs qui nous seront confiés, où on aura la responsabilité, mais même les autres secteurs qui seront exercés par les autres membres du gouvernement, on sera vigilant et on se battra pour toujours l'intérêt général des Calédoniens. Vous avez déjà une idée des secteurs dont vous allez vous occuper ou ceux que vous souhaitez occuper ? Pour l'instant, vous avez l'occasion d'en parler un petit peu avec... On en a parlé entre nous, encore une fois, les 4 membres AEC. Les premières discussions ont à peine commencé la fin de semaine dernière et vont se poursuivre cette semaine avec les nouveaux membres et en particulier le président, bien sûr, pour essayer d'équilibrer au mieux toute cette répartition. Après, ça va montrer l'état d'esprit réel dans lequel se trouve cette nouvelle majorité au gouvernement. S'ils nous confient des secteurs qui ont un certain intérêt, peut-être que ça sera significatif d'une volonté de travailler ensemble. Si au contraire on se retrouve avec des secteurs qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, ça prouvera leur volonté hégémonique. Ce qui, aujourd'hui, est plutôt la tendance qu'on peut constater dès lors qu'ils ont décidé de poser un président indépendantiste au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Justement, qu'est-ce que vous pensez de cette élection ? Ça vous a surpris qu'au bout de 5 mois, l'UC décide de laisser la place à l'UNI ? Pas vraiment. Pour être très honnête avec vous, c'était après la séquence parisienne, où il y a eu vraiment un bon travail de fond avec l'Union calédonienne et l'État, bien sûr. Et par contre, l'absence de l'UNI, ça me paraît
paraissait pas illogique qu'au retour en Nouvelle-Calédonie, l'UC essaie de ramener l'UNI finalement dans la démarche qui était la sienne. Je pense que c'est ce qui a motivé l'UC dans cette décision. Mais je comprends pas qu'ils aillent à ce point-là dans leur décision, parce que là, ils ont bien entendu ce que l'éveil océanien a annoncé sur toutes les ondes. Hein. Ils risquent de se retrouver finalement avec très peu de responsabilités dans les institutions calédoniennes, sachant que l'UC est quand même le parti majoritaire indépendantiste. Donc on arrive quand même à une situation qui est assez ubuesque, où le parti minoritaire indépendantiste se retrouve à la tête du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Bon, c'est assez étonnant. Est-ce que vous faites allusion à la démission possible, probable de Samuel Nepéun pour que Baima Mouliava de l'éveil océanien retrouve son siège? C'est le scénario qui vous paraît le plus probable? Aujourd'hui, c'est celui qui me paraît le plus probable. Monsieur Nepéun lui-même l'a confirmé à plusieurs reprises dans les médias, et je pense qu'effectivement ça va se passer de cette façon-là. Et l'éveil océanien alors, un positionnement qui est assez particulier, hein, que vous connaissez, hein, qui fait une fois d'un côté, une fois de l'autre, qui n'est pas marqué ni d'un côté ni de l'autre. C'est leur volonté. Je la partage pas. Hein. Je pense qu'il faut se positionner aujourd'hui à la veille d'un référendum binaire. Ils ne le font pas, en tout cas dans leur position politique dans les institutions. Je le respecte. Donc je considère que on se retrouvera avec un gouvernement qui finalement ne sera pas d'une clarté absolue, où il n'y aura pas de majorité précise, où tout va se discuter, et c'est ce qui va nous permettre, je pense, nous les élus loyalistes de ce 17e gouvernement, de pouvoir peut-être agir justement sur les différents textes qui vont nous être présentés et empêcher peut-être des mesures un peu trop démagogiques à la veille d'un 3e référendum binaire. Vous avez fait le point avec votre successeur Louis Mapou. Quels sont les conseils, entre guillemets, que vous lui donnez? Quels sont les dossiers prioritaires dont il doit vraiment s'emparer? Vous avez pu en parler avec lui, échanger sur ce point? On a pris un bon moment au début de semaine dernière pour effectivement évoquer tous les dossiers les plus importants qu'il a évoqués lui-même ensuite dans les médias après son élection. Alors là où je suis un peu surpris, c'est que j'ai compris qu'il avait l'intention de poursuivre un certain nombre de choses qui ont été mises en œuvre dans le cadre de la réforme du RUAM, dans la gestion sanitaire de la Nouvelle-Calédonie, dans la gestion budgétaire de la Nouvelle-Calédonie. Donc encore une fois, je me demande tout ça pour ça. Je veux dire, on se retrouve c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'il reconnaît le travail que vous avez effectué. Oui, mais à quoi ça a servi à ce moment-là de faire tomber le gouvernement il y a 5 mois? Enfin, objectivement, si les choses étaient aussi bien faites, et je pense qu'elles ont été bien faites, avec toute la modestie qui accompagne ce que je viens de dire, pourquoi avoir fait tomber le gouvernement et avoir installé un président indépendantiste à la tête du gouvernement? Alors vous aviez gardé les comptes sociaux, hein, vous y faisiez allusion tout à l'heure. Vous regrettez de ne pas pouvoir être allé au bout de ce dossier, et ça vous inquiète pour l'avenir de la Calédonie? Je suis très inquiet. Effectivement, je regrette d'avoir pas pu mener ce dossier à terme, même s'il était bien avancé. On avait déjà pris des réformes d'économie de dépenses l'année dernière, en 2020. On a été un peu stoppé dans notre dynamique par forcément la crise sanitaire que nous avons connue déjà en mars 2020. Mais malgré tout, on a avancé. On était sur le point d'avancer, de finaliser le prêt du premier pilier de mon projet de réforme d'appurement de la dette antérieure qui s'était accumulée depuis plusieurs années. Hein. Le problème du RUAM, il date pas de la semaine dernière. Il date depuis 2015 où la dette s'est accumulée, où on arrivait à une somme astronomique qui mettait en difficulté en particulier les établissements hospitaliers. Et donc j'étais sur le point d'aboutir sur ce prêt que j'avais demandé à l'État de garantir quand le gouvernement est tombé et qu'on n'a pas pu finaliser. Donc, et le reste des réformes de création de nouvelles ressources pour le RUAM, d'économie de dépenses supplémentaires qui étaient envisagées, et enfin la gouvernance qui était le 3e pilier de mon projet de réforme. Là-dessus, même en affaires courantes, j'ai pris la décision de signer un marché avec un prestataire extérieur qui est censé s'occuper de cette mise en œuvre de cette nouvelle gouvernance. Je parle de la mise en place de l'autorité indépendante de régulation, je parle de l'évolution des compétences de la CAFAD, de la DAS, de l'Agence sanitaire et sociale, d'un objectif calédonien d'évolution des dépenses de santé. Tout ça est sur les rails, et ce prestataire donc a pris ses fonctions, il me semble, ces derniers jours, et va pouvoir maintenant mettre tout ça en place. Et votre successeur devrait donc confirmer ces décisions que vous avez prises, même en affaires courantes? Aujourd'hui, il peut pas revenir sur un marché qui a été signé.
Et je pense pas qu'il en ait la volonté, en l'occurrence. C'est une mise en œuvre aussi du plan qui avait été élaboré, rappelez-vous, par le plan d'Occamo et qui faisait suite aux préconisations de l'IGAS. Je m'en suis beaucoup inspiré dans ce plan général de redressement des comptes du Royaume. Alors la crise sanitaire aura bien sûr largement dominé votre présidence, même si vous l'avez sans doute regretté. C'est un élément de fierté pour vous aujourd'hui, la manière dont ça a été géré, le fait que la Calédonie reste exempte de Covid ? Je vous confirme que quand on a été élu en 2019, personne n'imaginait qu'on allait devoir gérer cette crise sanitaire. En plus, par contre, de ce qu'on savait, devoir gérer la crise économique, la crise sociale, la crise institutionnelle dans laquelle nous sommes, on s'est retrouvé avec une crise sanitaire en plus. Et objectivement, oui, je considère qu'on a bien géré cette crise. On est un des rares pays aujourd'hui qui vit normalement tous les jours. Et je m'en suis encore plus rendu compte pendant les 15 jours que j'ai passés à Paris dernièrement. On est un des rares pays à n'avoir aucun décès lié au Covid. Je me demande même si on n'est pas le seul pays au monde. Donc je pense que le résultat est acceptable, même si j'ai parfaitement conscience des impacts économiques, sociaux que ça représentait et que le sas, surtout sanitaire, qu'on a mis en place à l'entrée en Nouvelle-Calédonie, qui nous permet d'atteindre le résultat qui est le nôtre, pèse sur une partie de nos concitoyens. Mais je leur demande de continuer à faire encore un peu d'efforts, mais surtout maintenant, j'incite les Calédoniens à aller se faire vacciner. Ça, c'est la seule solution aujourd'hui pour continuer à vivre normalement demain et même continuer à vivre encore plus normalement, c'est-à-dire avec moins de complexité à l'entrée en Nouvelle-Calédonie que ce n'est le cas aujourd'hui. Sur ce dossier-là aussi, vous pensez que les indépendantistes ou votre successeur à président du gouvernement va maintenir dans cette politique, va aller dans le même sens? J'ai entendu Louis Mapou le dire lui-même à la télé. Donc s'il l'a dit, c'est que je suppose qu'il va continuer dans cette démarche-là. Je vois pas d'autre solution que celle-là. Je veux dire, même malgré tout le dispositif qu'on a à l'entrée, il n'y a pas de risque zéro, je l'ai toujours dit. On l'a vécu à 2 reprises. Demain, il faut que la Calédonie apprenne à vivre avec le virus. La Calédonie vit dans le monde, le virus fait partie du monde, la Calédonie fait partie du monde, et il faudra qu'on arrive à vivre avec le virus. Mais pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions, sans que les gens tombent malades gravement, sans que les gens décèdent, c'est en se faisant vacciner qu'on y arrivera. Alors la prochaine échéance politique maintenant, c'est l'élection du président du Congrès. C'est très bientôt, on a parlé du 23 juillet. Le Congrès doit revenir à un loyaliste maintenant que le gouvernement est présidé par un indépendantiste. C'est évident, si on est logique avec soi-même, je l'ai dit tout à l'heure, l'équilibre aujourd'hui politique de la Nouvelle-Calédonie, la réalité politique de la Nouvelle-Calédonie, c'est bien une Calédonie qui n'est pas indépendantiste. Et donc ça serait complètement aberrant qu'on se retrouve avec des institutions, à la fois le Congrès et le gouvernement, dirigés par un indépendantiste. C'est inacceptable. Donc il faut trouver cette union des loyalistes. L'éveil océanien accompagnera cette union. Il ne fera pas, il l'a dit, il l'a répété, et il me l'a répété également quand on s'est rencontrés. Et donc il faut juste trouver cet équilibre avec Calédonie ensemble. Et objectivement, aujourd'hui, au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, il y a 18 membres de l'Avenir en Confiance. Si j'y rajoute Nicolas Mesdorf, qui est très proche de nous, on peut même considérer qu'on est 19. Calédonie ensemble, ils sont 6. Donc la logique veut que ce soit un candidat de l'Avenir en Confiance qui soit présenté à la tête du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Et au sein de l'Avenir en Confiance, c'est un regroupement de partis, l'Avenir en Confiance, dans le rassemblement dont je suis le président, qui jusqu'à maintenant présidait le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Ce n'est plus le cas. La logique, encore une fois, veut que ce soit un représentant du rassemblement qui soit présenté à la tête du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Et enfin, il y a Madame Rufnac, dont l'annonce a été faite la semaine dernière, qui a été présidente du groupe AEC depuis 2 ans maintenant, qui a montré ses qualités de gestion de ce groupe et de compétences en matière de connaissance des différents textes et de l'organisation générale du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. C'est une femme, c'est pas négligeable, ça sera la première fois qu'une femme sera présidente du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Donc pour toutes ces raisons, je considère que la candidature de Virginie est la meilleure. Et c'est celle-là que tout le monde doit porter demain. Mais c'est pas le cas. Il y a déjà une réaction très vive de Calédonie Ensemble qui manifestement est pas prêt à soutenir cette candidature. Ça vous inquiète? Ça veut dire qu'aujourd'hui le Congrès que Roch-Oïtan pourrait être reconduit à la présidence du Congrès? J'espère que tout le monde reviendra à de meilleurs sentiments. Je veux dire, si Calédonie Ensemble veut prendre la responsabilité de faire réélire Roch-Oïtan indépendantiste au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, alors que Louis Mapou vient d'être élu président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ça sera de sa responsabilité.
Je veux pas y croire. Je crois qu'on est tous dans la logique d'essayer de trouver une unité des mouvements loyalistes, surtout dans ce contexte référendaire qui est le nôtre. On a commencé, la campagne référendaire, elle a commencé. Et l'objectif, c'est qu'on porte tous le même message aux Calédoniens pour améliorer le score du non le 12 décembre prochain. Et donc, dans ce contexte-là, je n'imagine pas que les uns et les autres puissent prendre le risque de perturber encore plus ces équilibres institutionnels qui sont nécessaires pour que cette campagne se passe dans les meilleures conditions possibles. Mais ça se passe comment? Vous discutez entre vous? Il y a des négociations qui vont se dérouler jusqu'au 23 juillet? Elles ont commencé déjà, vous l'imaginez bien, déjà depuis quelques jours. Elles vont se poursuivre, bien sûr, jusqu'à l'élection du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Et je répète, je vois pas de raison objective, de bonnes raisons pour que les choses se passent pas comme je viens de le dire. Sachant qu'en plus, au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, vous avez plusieurs fonctions à responsabilité. Vous avez la première vice-présidence, qui est une responsabilité particulière. Une autre responsabilité très particulière, c'est la présidence de la commission permanente, qui est un mini-congrès. C'est un mini-congrès qui se réunit entre les sessions administratives. Je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une fonction très importante. Donc on peut trouver des équilibres entre nous pour que chacun trouve sa place et qu'ensemble, on avance au bénéfice, encore une fois, de l'intérêt général des Calédoniens, parce que c'est ça les institutions calédoniennes, c'est pour faire vivre la Calédonie, pour qu'ensuite on puisse se concentrer nos efforts sur la campagne référendaire qui est devant nous. Justement, le troisième et dernier référendum, c'est dans 5 mois, jour pour jour. On est le 12 juillet, puis c'est le 12 décembre. Comment elle doit se faire, cette campagne, selon vous? Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut améliorer, peut-être, par rapport aux campagnes précédentes, aux référendums précédents? Je pense que si on tire les leçons des résultats des 2 premiers référendums, il faut qu'on soit honnête et capable de dire que nous n'avons pas forcément été suffisamment présents dans l'intérieur de la Nouvelle-Calédonie, dans les îles de la Nouvelle-Calédonie. Quand on regarde les résultats, en particulier du Nord, de la côte Est du Nord, où il y a eu une baisse en valeur absolue du nombre d'électeurs qui ont voté non au 2e référendum par rapport au 1er référendum, ça doit nous poser question et ça doit nous obliger à aller vers cette population-là, peut-être pour les rassurer davantage, ou leur expliquer à nouveau l'intérêt de rester français, que la Calédonie reste française. C'est tout ce travail d'introspection qu'on a mené et qui a été bien admis par chacun des loyalistes que nous composons aujourd'hui et qui va nous permettre de réorienter notre prochaine campagne référendaire à destination davantage de ce public pour aller chercher encore une fois le plus de bulletins non le 12 décembre prochain. Puisque vous ne serez plus président du gouvernement, vous allez vous y investir beaucoup dans cette campagne? Je vais m'y investir totalement. Je vais mener bien sûr les fonctions qui seront les miennes au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dans les responsabilités qui seront les miennes. Mais j'ai aussi pris la décision d'aller beaucoup sur le terrain. Pas plus tard que la fin de cette semaine, je serai en province Nord. Je vais faire une tournée de 2 jours de la côte Est et de la côte Ouest de la province Nord. Et je le referai à nouveau à plusieurs reprises s'il le faut pendant toute cette campagne référendaire. On ira dans les îles. Le week-end du 23, je serai à Marais également. Enfin voilà, la campagne a commencé et moi je vais m'y investir pleinement. Sous votre casquette de président du Rassemblement? Entre autres, bien sûr, président du Rassemblement. Je pense que c'est le rôle d'un président de parti d'aller sur le terrain et d'aller à la rencontre des électeurs quand on a une échéance aussi importante que l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Thierry Santa, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation.